Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight! No questions about it! A stunner from Fabio Quartararo to win! And the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast, le numéro 207, et on va discuter ensemble du 22e et dernier Grand Prix de la saison. Pour ce Grand Prix de Valence, qu'on retrouve après une édition manquée en 2024 sur le circuit Ricardo Tormo. Nico et Pierre m'accompagnent aujourd'hui. Comment ça va les garçons ? Eh ben ça va. Ça va très bien. Content d'être de retour pour la dernière. Enfin, la dernière ça nous fait de plaisir la aussi, saison. Nico. Ouais, avec plaisir partagé. On va commencer tout de suite avec les news, les garçons, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui dans l'épisode. Du côté du MotoGP, on connaît enfin, après quelques mois de spéculation, les numéros de Moreira et Toprak. Donc Moreira va arriver avec le numéro 11 et Toprak avec le numéro 7. Pauvre Augusto Fernandez qui se fait piquer son numéro tout le temps par les autres pilotes. Ensuite, à retenir, LCR et Idemitsu ne vont pas poursuivre leur collaboration ensemble en 2026. Et on a aussi pas mal de changements du côté technique puisque Yamaha a annoncé que le V4 serait bien leur moteur pour la M1 en 2026. C'est donc un clap de fin pour les 4 en ligne sur la grille. Et c'est aussi une dernière pour une personne emblématique du paddock, c'est Hervé Poncharal qui participait à la dernière course de sa carrière au sein de Tech 3. Du côté du MotoGP, les garçons, est-ce que vous avez quelque chose sur lequel vous aimeriez rebondir parmi ces news ? Ouais, je pense qu'on peut, particulièrement la fin du 4 en ligne de Yamaha, je pense que c'est quand même un moteur qui a marqué toute la génération de MotoGP précédente, qui a eu de beaux succès entre les mains de Lorenzo et de Rossi notamment. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il était un peu à bout de souffle ce moteur depuis disons 3-4 ans. Et voilà, je suis pas convaincu que le V4 fasse beaucoup mieux l'année prochaine en tout cas, mais de toute façon, il tournait en rond sur le dev depuis quelques temps. Nico, un regard là-dessus ? Ouais, pareil, enfin, j'ai suffisamment critiqué Yamaha sur le fait qu'ils aient changé, on savait pas où ça allait entre le 4 en ligne et le V4, il y a enfin une décision qui est prise. Bon, voilà, effectivement, il y aura ça, c'est dommage pour la diversité technique, mais après, le but, c'est quand même de gagner. Et on voit bien que le 4 en ligne ne gagne plus vraiment de titres. Hein. Enfin, c'est quand même compliqué. Le V4 a une nette supériorité technique maintenant. Donc voilà. Et puis ouais, un mot quand même pour Poncharal, parce que c'est quand même encore plus quand on est français, c'est quand même un gros marqueur du paddock MotoGP, Hervé Poncharal. Bon, alors je parle à titre personnel, mais je pense pas être le seul à avoir découvert, à m'être intéressé au Grand Prix avec Olivier Jacques sur la Yamaha, avec ce titre en 2000 face à Nakano, 2000 je crois, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est quand même une grosse page qui se tourne. Voilà, les anciens se rappelleront de Moto Racer sur la PlayStation avec Olivier Jacques en photo, et moi personnellement c'est comme ça que j'ai découvert les Grands Prix. Voilà. Ah, les anciens, moi je suis beaucoup trop jeune pour me rappeler de ça. Le jeu est de 2000 sur PlayStation 1, donc effectivement je te pardonne si tu vois J'avais pas 5 si ans, t'as je pas la t'avoue, la ref. PlayStation n'était pas dans les placards. Ouais, Enfin, pour moi en effectivement. tout cas. Ouais. Les garçons, il y a eu pas mal de remplacements aussi ce week-end, mais on reviendra en détail en parlant des catégories. On reviendra aussi un peu plus en détail sur le V4 quand on parlera des tests, puisque c'était une info qui n'a pas ravi tout le monde dans le paddock. On ne citera personne, mais on sait très bien de quel pilote on parle. On va passer tout de suite au Moto 3 et on reviendra en détail sur ces sujets un petit peu plus tard. Du côté du Moto 3, on a enfin pu voir Rueda dans le box de son team durant le week-end, tout sourire comme tu l'as dit Pierre, et c'est une bonne chose puisque la convalescence a l'air d'aller dans le bon sens pour lui. À noter aussi que pour Death Wheeler, on a eu quelques nouvelles, vous en parliez
dans le dernier épisode, Pierre, mais il est rentré chez lui et il a encore pas mal de convalescence puisqu'il doit garder la minerve quelques mois et il doit encore se faire opérer de la jambe, etc. Mais ça va effectivement toujours dans un sens bien meilleur que ce qu'on a pu connaître ces dernières semaines pour lui. Passons tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les qualifs et la course. Du côté des qualifs, c'est Nepa, Uriarte, Foggia et Danish qui se sortent de la Q1 et c'est une pole pour Fernandez devant Almanza et Quiles. Luneta va être en deuxième ligne, suivi de Morelli et Carpe, et Piqueras, lui, va seulement partir 10e. Du côté de la course, à l'issue du Grand Prix du Portugal, 8 petits points séparaient Quiles de la seconde place détenue par Piqueras et c'était le challenge du jour pour cette course. Et si Piqueras va naviguer toute la course vers la P10 pour finir 6e à 5 secondes de la tête en mode gestion, Quiles lui a tout donné pour la P2. Malheureusement, il se fait avoir dans les derniers virages et va finir P5. Le vice-champion du monde, c'est donc bien Piqueras. Et au niveau du classement, Fernandez remporte la victoire devant Carpe, Furusato, suivi de Pini, Quiles, Piqueras, Luneta, Almanza, Rios et Perrone. Et donc au classement général, comme je l'ai dit, on retrouve Rueda devant Piqueras et Quiles. Les garçons, Pierre, peut-être un avis sur cette course sur laquelle il y avait un enjeu un peu plus faible que les autres puisqu'on connaissait le champion du monde, mais un enjeu quand même important pour Quiles. Ouais, après le champion du monde, ça fait quand même longtemps qu'on le connaît. Rueda, c'est Indonésie qui a eu le titre, je crois. Ouais. Non, belle course de Quiles. Peut-être encore un peu tendre sur certains aspects. Sa fin de course, je pense qu'il a essayé de se précipiter et malheureusement, ça lui a joué des tours. Après, c'est que sa première saison en MotoGP, il a raté le début de saison par sa jeunesse. Piqueras s'en va en Moto2 l'année prochaine. A priori, le titre lui tend les bras s'il fait pas de bêtises en 2026 parce qu'il est largement au-dessus des autres en termes de régularité et de résultats. Donc avec Rueda parti et Piqueras également, voilà, il a de bonnes choses devant lui. Voilà, belle course de Quiles, j'ai vachement apprécié. Ouais, il a fait une saison, on y reviendra plus en détail quand on fera le débrief de saison, mais il a fait quand même une saison pour un rookie, comme tu l'as dit, qui était vraiment impressionnante et à la hauteur, voire même mieux que ce qu'on attendait cette année. Nico, un regard, toi, sur cette course? Oui, alors pour Piqueras, effectivement, ce qu'il arrive à Austin, si je dis pas de bêtises, donc il rate les 3 premières courses, si je me trompe pas sur le calendrier. Ouais. Mais ouais, énorme saison, on finit en vice-champion avec ça pour une saison de rookie en loupant les 3 premières courses, ça laisse augurer quand même d'une belle saison l'année prochaine. On parlait du vainqueur quand même, hein, Fernandez. C'est la saison des premières dans la famille. Puisque on n'est pas obligé de parler de lui. Hein. Bah quand même. Et alors on peut parler de Fernandez et aussi on peut parler des Honda parce qu'il y a quand même 5 Honda dans les 10 premières, alors qu'en proportion il y en a quand même beaucoup moins que les KTM sur le plateau. Donc les Honda ont bien marché, Fernandez en a profité. Alors même sans en parler trop longtemps, sans être flamboyant, il fait une saison où il est régulière et il gagne avec la manière puisqu'il domine tout le week-end, il fait la pole, il mène tous les tours ou presque à quelques virages près. Donc voilà, il gagne. Alors il a mis beaucoup de temps, comme son grand frère en MotoGP, il a mis beaucoup de temps à gagner, mais quand il gagne, il le fait bien. Maintenant, pas non plus prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit, et voir en lui un futur champion l'année prochaine. Non, on va se calmer, mais voilà. Mais la victoire est jolie. Oui, après, moi, je l'avais déjà dit dans un épisode cette saison, mais je trouve que cette année, il est venu avec une autre mentalité qui le rend un peu moins détestable. C'est pour te déplaire, Pierre. Et ça le rend un peu plus efficace aussi en piste. Donc c'est une bonne chose, c'est une belle récompense à la fin de la saison. Après s'être battu, il finit quand même 7e au championnat. Il a fait que des top 10, à l'exception des États-Unis et de quelques DNF, évidemment, parce que sinon ce serait pas une vraie saison de Moto3. Donc je trouve qu'il y a quand même à noter que c'était pas une si mauvaise saison pour lui et que c'était amplement mérité cette victoire. Moi, je voudrais quand même noter comme la course de Luneta. Luneta, pareil, qui s'est bien battu cette saison, qui finit ce week-end 12e, donc un peu loin, mais qui finit sur une saison plutôt positive
plutôt positif pour lui. Je trouve un peu dommage, je sais pas ce que vous en pensez, la fin de saison de Piqueras, qui du coup s'impose deuxième au championnat cette saison, mais qui finit sixième dimanche alors qu'il avait quand même pas mal à jouer et qu'on le voyait comme un concurrent de Rueda. Et au final, on a beaucoup plus parlé de Quiles que de lui sur ses dernières courses. Ouais, c'est un peu la fin de saison de Piqueras, elle est un peu à l'image de sa course, c'est-à-dire en mode gestion, prendre pas trop de risques, ça manque un peu de panache. Après, ça peut se comprendre. De toute façon, le titre est joué, il monte en Moto 2, mais peut-être qu'il avait pas les armes non plus pour battre Quiles ou les autres pour les podiums. Donc, c'est pas un vrai titre, mais voilà, sa place de vice-champion du monde, il la mérite. Il l'a volé à personne. Il a fait un bon début de saison, un bon milieu de saison. Sur cette fin de saison, c'est vrai qu'il se fait un peu éclipser. Pour autant, c'est mérité. Oui, évidemment. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il a manqué un peu de maturité par moment et ou alors on avait des attentes peut-être trop hautes par rapport à lui. Mais ouais, c'est vrai qu'il a la fin de saison effectivement un peu décevante ou ouais, peut-être qu'on avait des attentes trop hautes, je sais pas, on nous l'a tellement vendu comme le nouveau prodige, je sais pas. À suivre. Ouais, c'est une réponse qu'on aura sûrement dans les saisons à venir, de toute façon, le concernant. Moi, il y a quand même un truc que j'aimerais relever en Moto 3 avant qu'on passe au Moto 2. On en a parlé dans les épisodes précédents, mais c'est quand même la non-communication de la direction de course, ou alors j'ai loupé l'info et vous me direz le contraire, mais qui ne sont pas du tout revenus sur l'accident de Rueda et d'Edwiller, alors que ça a été clairement publié dans les médias, qu'ils ont complètement dit n'importe quoi à la télé sur le fait que les deux pilotes étaient conscients, etc., alors que les deux pilotes faisaient des arrêts cardiaques. Ils ont quand même été repris par plein de médias qui leur ont dit les gars, c'est inadmissible ce que vous avez fait. À la place, sur la communication du MotoGP, ils font des petites blagues dans tous les sens en présentant des excuses pour avoir pris du temps sur notre saison. Mais derrière, rien de tout ça, rien dans les communiqués, rien au niveau des teams, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez catastrophique et que ça donne pas une bonne image, encore une fois, de ce qu'on peut attendre du sport et des personnes qui le dirigent. Ça donne une image d'amateur en fait. Ça donne une image d'un amateurisme et d'un même d'un certain je m'en foutisme en fait de parler de pilotes comme ça. La moindre des choses, si on est un peu transparent, aurait été de présenter des excuses et de dire bah on s'est planté sur la communication, on va essayer de faire mieux après. Ça n'a pas été le cas du tout. Donc il n'y a pas de remise en question. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant? Malheureusement non. Mais oui, effectivement, c'est grave parce que il y a quand même des familles qui regardent, des proches qui regardent et qui se disent, qui entendent ah bah oui bah la communication bon bah ça va c'est bon les pilotes sont ok alors qu'ils sont en arrêt cardiaque au milieu de la piste donc il y a quand même un gros souci de communication et de transparence et aussi donc de remise en question clairement. Après, j'ai rarement vu une fédération ou un promoteur faire des mea culpa ou de manière générale, que ce soit en football, en Formule 1, etc. C'est Ouais. comme ça. C'est nous qui gérons, vous avez rien à dire et passer à autre chose. Je dis pas que c'est normal, je dis juste que c'est pas propre à notre sport. Oui c'est clair. Oui, non, c'est sûr. Mais ça reste pas très réglo d'un point de vue extérieur, quoi. Pierre, est-ce que tu veux nous raconter ce qui s'est passé en Moto 2? Ouais, c'était un vendredi un peu bizarre en Moto 2. Les premiers pilotes sont à peine sortis. Qu'il y a eu un gros accident qui impliquait Huertas et Sasaki. Donc ils sont tombés tous les deux au même virage. Il y a un autre pilote, je crois que c'est peut-être Baltus, qui est passé juste avant et qui a dit qu'il avait failli s'en mettre une aussi. Mais grosso modo, donc grosse chute pour les deux avec belle blessure. Donc Huertas qui s'est cassé les deux bras et Sasaki qui s'est cassé une cheville. Et a priori, ce qu'on a appris le samedi ou le dimanche, je sais plus, c'est qu'il y avait une trace entre guillemets savonneuse sur la piste qui était liée à un nettoyage du mur de pneus qu'il y avait eu quelques jours auparavant, où l'eau avait coulé ensuite, qui avait retraversé la piste et que ça n'avait pas forcément été bien nettoyé, enfin que ça n'a pas du tout été nettoyé en fait. Et c'est assez choquant de lire ça parce que pour moi c'est carrément une faute
Enfin, c'est difficile de dire que c'est la faute du commissaire de piste parce que je sais pas si c'est vraiment eux, mais en tout cas, l'état de la piste n'aurait pas dû ouvrir s'il y avait vraiment ce problème. Pardon. Ouais, après, c'est pas la faute des commissaires de piste, mais par contre, de la safety qui est censée faire le tour de la piste, j'imagine qu'une trace savonneuse, tu la vois quand même sur l'asphalte. Il doit y bien avoir un truc qui s'en dégage et qui te permet de t'en rendre compte, surtout s'ils s'en sont rendus compte après. Donc il y a peut-être eu un souci à ce niveau-là quand même au niveau de la sécurité. Il y a des pilotes qui disaient dans l'article que j'ai lu de The Race, le média anglophone, il y a des pilotes qui ont dit que lors de la track walk du jeudi, ils avaient trouvé que c'était bizarre à ce niveau-là de la piste. Donc potentiellement, ils l'avaient déjà repéré, quoi. Capirossi a pas fait son taf. On va passer aux qualifications. Du côté de la Q1, c'est Arenas, Canet, Moreira et Salah qui s'en sont sortis. Et c'est une pole d'Olgado devant Guevara et Agius. La deuxième ligne est prise par Arenas, Gonzalez et Escrig. Et Moreira va partir 9e. On rappelle quand même que ce week-end, il y avait un enjeu encore en Moto 2. Le suspense était à son comble. C'était le titre. Il restait un scénario où Gonzalez pouvait aller chercher le titre au détriment de Moreira, même si ça paraissait un peu compliqué, on va pas se mentir. Et finalement, en course, c'est pas ça ce qu'on attendait malheureusement. Moreira va finir devant Gonzalez et venir chercher le titre. Donc c'est le premier titre pour un Brésilien en Moto 2. Et du côté de la course, c'est une victoire pour Guevara. De retour sur la pelote marche du podium devant Olgado, Ortella. Le top 10 va se compléter par Weyer, suivi de Arenas, Dixon, Agius, Vietti, Arbolino et Moreira. Et un peu plus loin, on va retrouver Lopez, Ramirez, Escrig, Salak et Canet. Et le classement va donc être pris en tête par Moreira qui termine la saison avec 287 points, Gonzalez avec 257 et Baltus avec 232. Un peu déçu pour Gonzalez de mon côté. Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé de ce titre de Moreira qui était amplement mérité, mais qui s'est bien battu toute la fin de week-end? Ouais, je pense que Gonzalez, il a fait dans une moindre mesure une Sergio Garcia, c'est-à-dire qu'il a dominé toute la première partie de saison de manière assez outrageuse, je sais plus. Et peut-être lié au fait qu'il avait des difficultés pour signer avec un team en moto GP, malgré le fait qu'il ait fait des tests qui s'étaient bien passés de mémoire. Ça peut-être plus aussi il y a eu des déboires avec son team, enfin il se fait disqualifier il me semble de sa deuxième place en Indonésie si je me trompe pas, il perd 20 points parce que son team avait pas la bonne map sur la moto, donc tout ça fait que malheureusement il arrive à Valence et même au Portugal la semaine dernière, j'en ai déjà parlé, avec déjà un retard alors que potentiellement il était à peu près au même niveau que Moreira en arrivant à Valence normalement en termes de points. Bon voilà, là ça l'a pas fait, il a eu un problème de grippe et son coéquipier a eu les mêmes soucis de grippe, et d'ailleurs on peut en reparler, mais en MotoGP aussi il y a eu des pilotes notamment Gresini qui ont eu ce problème. Voilà, donc il s'est battu, ça l'a pas fait, il démérite pas, l'année prochaine il a une nouvelle chance pour aller chercher ce titre, donc dommage pour lui. Ouais, c'était assez drôle de voir que Moreira avait aussi envie de mettre une petite pression psychologique sur Gonzalez, puisqu'en début de week-end, il a fait des interviews où il disait qu'ils n'avaient pas des bonnes sensations, que c'était un peu compliqué, etc. Et Canal a demandé à Gonzalez ce qu'il pensait de cette déclaration et ce qu'il pensait du coup avoir plus de chance, et Gonzalez a répondu je ne le crois pas du tout, on sait très bien qu'il galère le vendredi et que le dimanche il est extrêmement fort. Donc je pense qu'il avait lui-même en tête ce qui allait lui arriver. Et Nico, Baltus a fait un dimanche un peu compliqué. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, dimanche compliqué, il a pas de chance. Après, ça n'enlève rien à sa belle saison. Bon, le dimanche, il a pas trop pu défendre ses chances puisqu'il se fait sortir dans les premiers virages. Donc bon, voilà. Compliqué, mais on peut quand même souligner, il est 5 points devant son coéquipier. Bon, alors je pense que ceux qui suivent le podcast savent à quel point j'apprécie Aaron Canet, qui ne fera jamais rien en Moto 2.
Donc voilà, Balthus est devant lui, il lui met 5 points, c'est pas grand chose, mais il finit quand même sur le podium. À surveiller pour l'année prochaine. Et je veux juste rebondir sur un truc qu'a dit Pierre où je trouve qu'il a, j'aurais pas dit mieux. Attention à Merci. Manuel Gonzalez, mais avec plaisir. Attention à Manuel Gonzalez à ne pas faire une Sergio Garcia bis. Ouais. Parce que l'année prochaine, il va y avoir du monde. Entre Balthus, Holgado, Alonso, il y a quand même un paquet de clients qui vont être mûrs pour se battre pour le titre. Vietti. Ouais, ok. Bon, on va dire Vietti si tu veux. Mais Veiller aussi qui fait une grosse saison, et qui fait une belle fin de saison. Donc il va y avoir un paquet de pilotes qui vont pouvoir se battre pour le titre. C'est pas dit que Gonzalez l'année prochaine puisse se battre à nouveau pour le titre parce il va y avoir beaucoup plus de pression parce que Gonzalez a été assez tranquille toute la première partie de saison. Donc ouais, j'espère pour lui que le train n'est pas passé. J'espère pour lui aussi, et surtout ça serait dommage qu'il fasse comme Garcia et qu'il fasse surtout pour lui un retour dans le paddock mondial Superbike, parce qu'il faut pas oublier que c'est un pilote qui vient de là-bas, et ça serait, je pense, un peu ça serait Les aveux, ouais. rétrogradé alors que t'as quand même fait un saut vers l'avant. Pour finir avec le Moto2, Pierre, il y a quelqu'un qui a eu Noël avant l'heure ce mercredi puisqu'il a remporté la victoire. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'a eu Guevara grâce à cette belle position? Ouais, Guevara, qui a pilote quand même une carrière un peu bizarre en Moto 2, comme beaucoup, hein, même si c'est un gros espoir en Moto 3. Vu qu'il a gagné la course, il a eu le droit de faire un tour ce mercredi lors de tests privés avec la M1 4 en ligne à Valence. Parce que en fait c'était pour fêter donc sa première victoire en Moto 2, mais aussi la première victoire du team Pramac, Blue Crew, Yamaha, je sais pas quoi d'autre derrière dans le nom du team. Mais voilà, donc c'est cool pour lui, je pense. C'est un moyen franchement ça coûte 0 thune à Yamaha de faire ça. Potentiellement c'est un moyen de tester un pilote pour une montée en 2027 dans leur team Pramac si Miller et Toprak. ouais, non, Toprak quand même, on va lui laisser une petite chance de plus, mais Rins, à un moment Oui, donné, ouais. doivent disparaître des équipes Yamaha, donc voilà, non, c'est sympa. Pour revenir sur 2026, ouais, Gonzalez, il aura du fort à faire face à Balthus, à des Holgado, Alonso qui vont monter en puissance aussi. Je pense qu'effectivement, tout n'est pas joué. Après, je te trouve dur quand même, Nico, avant de passer au MotoGP sur Canet, de dire qu'il fera jamais rien en Moto2 parce qu'il a quand même des résultats plutôt corrects. Oui, Même si on mais il a attendait des bien résultats meilleur. plutôt. Ça fait combien de temps qu'il est en Moto 2? Ça doit être sa Oui, bah quatrième saison, je pense. Quatrième, c'est comme oh, même plus que un... ça. Ça doit être sa cinquième, je pense, saison. J'allais dire, c'est comme un McPhee qui passe des années dans la même catégorie avant de partir. Oui, voilà, non, mais voilà, il est là. Tu sais qu'il va gagner une ou deux courses dans la saison. Chaque Ah bah, début de à saison. mon sens, il aurait déjà dû signer en World Superbike, mais bon, c'est un autre Mais sujet. oui, oui, clairement. Mais Et chaque c'est une début. catégorie où il aurait été capable, vu ce qu'il est capable de faire, je pense, c'est son niveau d'adaptation d'aller se battre peut-être l'année prochaine avec les pilotes qui partent aussi, mais bon, on le saura peut-être jamais, ou en 2027. On va passer au MotoGP. J'espère que vous êtes bien assis parce qu'il y a eu plein de remplacements, plein de retours de pilotes. Enfin, il s'est passé plein de choses. Je suis même pas sûre que... Non, j'allais dire la grille était complète, mais non, puisqu'il manquait Marquez. Boulega remplacé une dernière fois Marc Marquez. L'occasion pour lui, encore une fois, de faire ses preuves chez Ducati pour remplacer Pecco dans 2 ans. Vignales était de retour, Martin était de retour aussi, ce qu'on a supposé être complètement une décision stratégique pour faire son double long lap de pénalité pour sa chute au Japon. Raúl Fernandez était aussi de retour après sa commotion au Portugal. Augusto Fernandez était wildcard Yamaha avec le V4. Et pour finir, pour nous faire extrêmement plaisir, Alex Espargaro était wildcard pour le HRC. La retraite n'existe pas pour ce monsieur. Et du côté des qualifs, on a eu une panne d'essence pour Pecco qui s'est finalement qualifié 16e. Vraiment, cette fin de saison est très très compliquée pour l'Italien. C'est Fernandez et Zarco qui passent en Q2 et c'est Bezzecchi qui prend la pole devant Alex Marquez et Di Gia, suivi de Fernandez, Acosta, Quartararo, Morbidelli, Miller, Aldeguer, et c'est Zarco qui se place
P11. On va passer rapidement sur la sprint. On a Alex Marquez qui va dominer la dernière sprint de la saison à Valence, s'offrant son 3e succès le samedi en 2025. Il est parti 2e, il va prendre immédiatement les commandes devant Acosta, tandis que Bezzecchi va rétrograder et Raúl Fernandez va s'inviter un temps sur le podium. Un accrochage musclé entre Aldeguer et Miller va animer le début de la course et l'Australien va écoper d'une pénalité. En fin d'épreuve, c'est Fabio Di Gianantonio qui dépasse Fernandez pour reprendre la 3e place et le podium final est composé d'Alex Marquez, Acosta et Di Gia. On a vu un Bezzecchi qui avait la pole complètement dépassé aussi sur ce début de course puisqu'il va finir 5e. Raúl Fernandez est 4e et viennent compléter le top 10 Morbidelli, Quartararo, Binder, Ogura et Zarco. Et c'est une DNF pour Marini et Joan Mir qui se sont percutés et un double long lap pour Mir à faire le dimanche. Rapidement les garçons, en quelques mots, votre ressenti sur cette sprint? Déjà, je voulais revenir sur l'accrochage entre Mir et Marini. Il y a eu beaucoup de débats sur Internet. Moi, je suis vraiment de la team où Mir a fait n'importe quoi. Pour moi, c'était pas une tentative de dépassement normale. Ouais, je suis assez d'accord. Il a vraiment en perdition, beaucoup trop de vitesse, beaucoup trop à l'intérieur du virage. Heureusement que ça blesse pas son coéquipier ni lui-même. Donc le double long lap ne me choque pas, même si c'est entre coéquipiers. Après, j'ai bien aimé cette sprint avec le recul du dimanche parce qu'en fait, ça a vraiment permis aux Aprilia de bosser en fait et de trouver une solution à leurs difficultés pneumatiques pour le dimanche. Tu n'as pas encore annoncé le résultat, donc je te laisserai la primeur, mais c'était bien pour eux. Et Alex Marquez, facile le samedi, et peut-être justement ça leur a pas permis de travailler dans son team, peut-être avec un autre pneumatique pour le dimanche, ce qui a posé problème aussi. Je spoil. Nico, un regard rapidement sur cette course? Ouais, je suis assez d'accord. Pour les pilotes Honda, on dit que Mir est agressif. Moi, je trouve qu'il est très bourrin par moment. Il est un peu bourrin comme Morbidelli, mais avec plus de talent. Mais c'est le fond est un petit peu le même quand même. Et par contre, pour la pénalité de Miller sur son dépassement avec Aldeguer, je le trouve un peu sévère. Voilà, je trouve que c'est un peu injustifié dans le sens où c'est pas non plus un attentat. C'est normal qu'il y ait un peu de contact aussi. Tous ces pilotes-là roulent en cross, en supermotard, où c'est des disciplines où ça frotte beaucoup. Alors, je dis pas qu'il faut faire des block pass à la Justin Barcia, les crosseurs ont la référence, mais je dis pas qu'il faut faire ça non plus. Mais voilà, je trouve ça un peu sévère quand même, et j'étais assez d'accord avec Miller qui comprenait pas la pénalité. Bon, voilà. Après, il a pas rendu les places qui lui étaient demandées, donc il y a aussi de ça. Je pense qu'il a un peu poussé. Il a pas pris sa pénalité, en effet, parce qu'il l'a pas comprise, mais il a pas non plus effectué la pénalité qu'on lui demandait depuis le début. Donc la pénalité qui s'est prise dans la finalité, c'était assez logique. Ouais, mais après la pénalité de temps était pas forcément justifiée non plus, quoi. Enfin bref, de toute façon, on pourra en débattre pendant des heures, mais est-ce qu'au moindre contact, au moindre carénage qui frotte, on met 5 secondes et rendre des places à quelqu'un Ou après, on rentre dans le débat de il y a plus de dépassement en MotoGP. C'est une longue c'est histoire exactement qu'on n'aura ça. pas ce soir. Oui, voilà. On va passer à la course du dimanche et comme ça on pourra débattre de si Miller devait avoir une pénalité tout court pour le reste de sa carrière ou non. Le Grand Prix dimanche a commencé de façon assez mouvementée avant même l'extinction des feux puisque Franco Morbidelli, grand fan de Randy de Pugnier, était inattentif sur la grille, a percuté la roue d'Alès Espargaro et il va donc partir depuis la voie des stands avant d'abandonner quelques tours plus tard. On n'avait pas vu une situation aussi cocasse et aussi bête, pour parler gentiment, depuis le Grand Prix de France avec De Pugnier. Mais du côté de la course, c'est Marco Bezzecchi qui va s'élancer parfaitement et conserver sa pole devant Alex Marquez et Di Gia. Mais dès le premier tour, gros coup de théâtre derrière puisque Johann Zarco va se rater complètement au freinage du virage 5 et va embarquer Pecco avec lui. Le champion italien termine sa saison comme il l'a beaucoup fait cette année dans le bac à gravier, tandis que Zarco va écoper d'un long lap. Devant, Bezzecchi et Alex Marquez vont tenter de creuser l'écart, mais Fernandez remonte très très fort, suivi de Di Gia et de Pedro Acosta. Le jeune espagnol va dépasser rapidement, puis part à la poursuite de Fernandez, qui finit par recoller aux deux hommes de tête. Et à l'arrière, la lutte pour la 6e place est assez intense. On a vu des belles choses, puisque Jack Miller, Marini et Aldeguer ont un enjeu important
pour Honda, qui visent, eux, une place dans le top 7 pour améliorer leur classement aux concessions. Et au 11e tour, on va avoir Fernandez qui attaque Alex Marquez dans le dernier virage. La manœuvre permet à Acosta et Didja de se rapprocher encore un peu plus de ce qui se passe devant. Acosta va mettre plusieurs tours à dépasser Alex Marquez qui laisse Didja revenir et les deux finiront par passer l'Espagnol à l'entame du dernier tiers de course. Et en tête, Fernandez continue de grappiller quelques dixièmes sur Bezzecchi, mais jamais suffisamment pour porter une véritable attaque. Et Marco Bezzecchi résiste jusqu'au bout et s'impose, offrant à Aprilia une magnifique victoire accompagnée d'une deuxième place pour Raúl Fernandez, un doublé historique pour la marque. Et derrière, Didja prend le meilleur sur Acosta dans les derniers tours et décroche la 3e place, prolongeant la série impressionnante de podium Ducati. Et c'est pas pour te déplaire, Pierre. Et au général, on va donc retrouver Marco Bezzecchi, Raúl Fernandez, Didja, Acosta, Aldeguer, Alex Marquez, Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller et Bastianini. Et au classement général, on a donc Marc Marquez toujours là avec 545 points, Alex Marquez avec 467 et Bezzecchi avec 353. Et puis c'est finalement Acosta qui vient prendre la 4e place du classement général avec 307 points et Pecco Bagnaia avec 288. Globalement, cette course, je pense qu'on peut tout d'abord parler de ce qui fait mal, Pierre. La course de Pecco, soit il y a un sort qui a été lancé sur lui pour qu'à chaque fois que Bezzecchi gagne, il finisse au bac à gravier, soit il était vraiment temps que cette saison se termine. Je pense que c'est rigolo de voir c'est pas une stat, mais le fait que Bezzecchi gagne à chaque fois, à chaque fois que Bezzecchi gagne, Pecco chute et ne termine pas la course. Ça, c'est assez rigolo, triste. Mais quelque part, c'est un mal pour un bien parce que même j'avais regardé sa sprint et le warm-up, ils avaient trouvé quelque chose. Alors, je pense pas qu'il s'est passé la P16 à peut-être même pas remonter dans le top 8, mais je pense qu'il aurait pu finir peut-être dans le top 10. Finalement, c'est un mal pour un bien parce que s'il avait fait une mauvaise course, on l'aurait encore critiqué. Là, il chute, c'est pas de sa faute, il se blesse pas. J'ai envie de dire, c'est triste, c'est à l'image de sa saison, mais ça laisse un petit goût amer, mais peut-être que c'est pas plus mal. Ça fera taire les haters sur cette course-là, du moins. Ton regard, Nico? Ouais, bah c'est l'expression la calice jusqu'à la lime mais incarnée. Il a même sur la dernière course, ça va pas, ça va jamais. Il y a pas grand chose à part Austin, il y a rien qui allait dans son sens pendant toute la saison et le Japon quand même. Et on sait même plus quoi dire. En fait, il est 5e. Alors qu'il se battait pour le titre l'année dernière, il finit 5e et il y a même pas en plus il y a même pas de débat quoi. 5e en ayant fait le meilleur début de saison de sa carrière. Je trouve que le gap Ouais. entre ce qu'on a pu voir, même si c'était pas aussi brillant que ce qu'on a pu déjà connaître avec lui par rapport au début de saison et maintenant, est quand même important. Et je trouve que c'est une bonne chose que la saison se termine pour lui, en tout cas. Après, je pense que je comprends le 5e, hein, et en tout cas, pour moi, cette année, il joue dans la même catégorie que Bezzecchi Acosta. Il est aussi 5e parce que il a eu une panne du tableau de bord à Misano, parce que il a crevé en Malaisie alors qu'il allait sans doute finir P2, il a une panne d'essence en qualif, du coup il foire tout son week-end. Je pense qu'il a perdu des points par malchance, même sans compter ses chutes où il est seul responsable, hein, je veux dire, et que potentiellement il aurait pu finir la saison avec 20-30 points de plus, enfin jouer un tout petit peu plus haut. Du coup, lire le 5 sans prendre en compte le contexte, ça peut être un peu dur, je trouve. Oui, bien sûr, il y a des facteurs extérieurs, ça c'est sûr. Mais après, les autres pilotes en ont eu, peut-être moins, certes, mais les autres pilotes en ont eu. Et puis c'est surtout que oui, tout au fil de la saison, on a vu de la dégringolade mentale. Mentalement, je sais pas dans quel état il est, mais je pense que il devait attendre que la trêve arrive, parce que la fin de saison, elle est pénible pour lui et puis même pour les autres à regarder. Ça, presque t'as de la peine pour lui, quoi. C'est compliqué. Ouais, c'est pas évident. Après, comme tu le dis, Nico, il y a d'autres pilotes qui ont trouvé une malchance. On l'a vu avec Acosta, avec la chaîne qui lâche, etc. Mais effectivement, pour Bagnaia, cette année, c'était quand même très très compliqué. Et je pense que s'il avait été à moto égale avec les autres pilotes, il aurait pu jouer des bien meilleures positions
des bien meilleures positions. J'espère en tout cas que l'année prochaine, il aura une moto qui est à la hauteur de ce qu'il veut et ce qu'il attend, et ce qui lui permettra d'aller peut-être se battre avec Marquez et Bezzecchi et Alex Marquez aux avant-postes. En parlant de compliqué, on va tout de suite revenir sur Morbidelli. Morbidelli qui fait absolument n'importe quoi sur la grille, Nico. Oui, Franco Morbidelli qui est Franco Morbidelli, et limite il va à la fin alors t'as Alex Espargaro qui comprend pas ce qui se passe, a raison, hein, lui il est assis tranquillement à attendre que les feux s'allument, il se fait bouger, il se retourne, il voit Morbidelli par terre, et il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis limite à la fin on voit Morbidelli qui rentre dans son saut, t'as l'impression qu'il dit ouais, c'est pas de ma faute. Bah ouais, enfin c'est bizarre quand même. Mais c'est j'aimerais bien être dans sa tête parfois, je me demande ce qui se passe. T'as l'impression qu'il déconnecte, qu'il a des petits moments de micro AVC, et qui déconnecte complètement, qu'il a des ruptures en fait. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Peut-être en moto 3 ou en moto 2, mais en moto GP, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Je sais pas ce qui, je sais pas. Pour moi, c'est le plus gros Glaudon après une blessure depuis très longtemps. Enfin, il est jamais revenu au niveau qu'on attendait. On s'attendait à que sur la Ducati, il soit capable de retrouver un niveau d'exception comme il a pu être. Il a fait des choses, mais c'était pas à la hauteur de ce qu'on aurait aimé voir. Et là, ce week-end, encore une fois, lui joue pas du tout en sa faveur, surtout avec ce genre de situation. Bon, après, c'est contre Alex Espargaro, donc j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Mais s'il avait fait ça derrière un Marquez ou un Bezzecchi ou un Alex Marquez qui jouait des choses au championnat, là, ça aurait été très compliqué. Ce qui est rigolo, c'est que ça arrive justement à Lèche, où c'était déjà embrouillé en piste. On avait reproché d'ailleurs justement à Alex d'avoir foutu une tape sur le casque de Morbidelli. Voilà, d'habitude Morbidelli, ça lui arrive plutôt en qualif, ce genre de micro AVC, pour reprendre tes propos, Nico. Mais là, clairement, c'est très très bizarre. Bon, il se casse la main, donc c'est vraiment pas de bol. Il gâche la course d'Alèche, mais pour moi, il devrait. Enfin, justement, parce qu'il gâche la course d'Alèche, est-ce qu'il ne devrait pas être sanctionné début 2026 sur sa première course? Je pose la Après, question. il devrait être sanctionné pour l'ensemble de son œuvre, hein, même. Mm. Mais Si, je suis d'accord avec toi, Pierre. ouais, ça aurait du sens. Du côté de Ducati, il y avait aussi Boulega qui était en remplacement, DJ qui a fait des belles choses, Alex Marquez aussi, Aldeguer qui était pas trop mal. Pierre, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce qui s'est passé sur le reste de l'ensemble des pilotes Ducati? Ouais, Boulega qui a eu un peu plus de mal ce week-end, mais il vient quand même encore prendre un point en course longue. Franchement, ça, plus les essais privés, il a montré vraiment un beau visage à Ducati. Je pense que il se laisse toutes les chances d'un avenir plus tard, peut-être en MotoGP, si ça doit arriver. Il a fait le boulot. Voilà. Pirot est venu plusieurs fois faire des wildcards et des remplacements cette saison. Il repart à chaque fois avec 0 points. Boulega découvre le MotoGP, il arrive et il marque 2 points. Donc c'est voilà, déjà c'est sans doute là quelque chose de très très positif pour lui. Digia, c'était après la Ducati d'Alex Marquez en sprint, c'était surtout l'homme régulier du week-end finalement. Il fait les 2 podiums P3 et il sauve le record. Je crois que c'est 88 podiums consécutifs pour Ducati, record absolu toujours en cours. Je crois que Ducati est monté sur tous les podiums depuis 2021, je crois. Je crois que c'est ça, 2021. Donc ouais. Bah merci. et pour revenir à Morbi vite fait par rapport à DJ, etc. Morbi finit finalement juste à peu près 15 points devant Aldeguer, un rookie au général. Alors certes il finit P7, mais c'est un peu loin de ce qui est attendu d'un pilote qui roule avec la GP24 depuis la deuxième année consécutive, alors que Didia sur une GP25, alors oui, en plus c'est un pilote pas très régulier, Didia de base, en plus une GP25 qui a priori n'est pas très régulière non plus. Il s'en est quand même pas mal sorti. Alors on parle moins de ses déboires par rapport à Pecco parce qu'on a moins d'attentes pour un Didia, mais finalement c'est une saison assez en dents de scie, un peu comme un Pecco avec cette moto. Aldeguer, correct. On a vu mieux cette saison, on a vu pire, mais là, voilà quoi. Bonne course à Valence. Juste pour sur notre chouchou Morbi, c'est vrai que c'est sa deuxième saison d'affilée sur une moto qu'on peut considérer
peut-être depuis le début du MotoGP avec la RCV de Rossi, on peut considérer que la GP24 c'est peut-être la meilleure moto qu'on ait connue de l'histoire du MotoGP. Je pense qu'on peut dire ça. Et pourtant, il fait pas grand-chose en fait. Enfin, il fait pas grand-chose. C'est relatif, hein, évidemment, mais c'est pas à la hauteur du potentiel de la moto. Et tu le disais Ophélie tout à l'heure, de ce qu'on était en droit d'attendre de lui avant sa blessure. Je pense qu'il ne, malheureusement pour lui, il reviendra jamais à ce niveau-là. Mais c'est quand même, c'est décevant. Quand tu prends tout ça en compte, effectivement, c'est décevant. Sa saison est un peu décevante. Mais est-ce que Ouais, c'est surprenant? Je suis pas sûr. je pense qu'il faut être honnête et dire que s'il y avait pas Rossi dans le coin, il serait plus là depuis longtemps. Oui, clairement. S'il n'était pas italien et avec Rossi derrière lui, je pense qu'il serait plus là. Ouais. Je suis pas forcément d'accord. À quel moment il aurait dû être viré? Parce qu'à chaque fois, en fait, il se retrouve aussi dans un bon timing, je trouve. C'est-à-dire, il a déjà signé quand il se blesse, il me semble, chez Yamaha, donc il fait 2 ans pourris. Après, après Ducati cherche un pilote, de toute façon. Il y a plus de place chez VR46, ils le mettent chez Pramac. Et puis finalement, son année est pas si mal, l'année dernière. Enfin voilà, donc c'est pas. Pour moi, l'an dernier, quand il re-signe pour 2 ans, je trouve que c'est quand même très bien négocié de la part de son management, de la VR46 en l'occurrence. Mm. Ouais, mais dans ce Je cas-là, trouve t'aurais pris quel que, pilote Ok, j'entends, mais t'aurais mis quel pilote? Et finalement, t'as un P7 au championnat pour ouais, remplacer. oui, c'est pas faux, mais je sais pas. Est-ce qu'il y avait pas d'autres pilotes à qui donner une chance? J'ai plus Pour moi, le, quand tu gardes un mec comme Morbidelli au sein de Giron Ducati, alors que tu perds des mecs comme Bestia, comme Martin, comme Bezzecchi, je trouve que c'est quand même assez compliqué et que c'est aussi un choix qui est pas forcément un choix d'envie, mais un choix de besoin de pilote, comme tu l'as dit, Pierre. Et pour moi, à l'époque Yamaha, il aurait déjà fallu se poser la question de est-ce que Morbidelli a encore quelque chose à faire dans le paddock MotoGP ou pas. Euh, je pense qu'avec les générations qui arrivent et les pilotes qui sont en train de faire leurs preuves, il va vite se faire prendre sa place, même s'il fait une P7 au championnat, ce qui dégage dans l'ensemble de son œuvre depuis sa blessure et pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un pilote MotoGP. J'entends. Oui, après, je pense que au-delà de 2026, je pense qu'effectivement, de toute façon, au sein de la galaxie de pilotes Ducati, c'est sans doute aujourd'hui le plus faible. Il y a, on l'a dit, Boulega qui pousse à la porte, Vietti peut-être. Non, il y aura peut-être d'autres pilotes Moto 2. Il y a des Alonso, des Holgado, des Gonzalez qui arrivent, qui vont être très très forts. Donc, ouais, c'est sûr que là-dessus, il va falloir qu'il fasse une saison 2026, en tout cas un début de saison impeccable. On va enchaîner les garçons puisque on parle et le temps file. Honda, Pierre, le team passe en catégorie C concernant les concessions. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qui s'est passé ce week-end pour eux? Ouais, alors à l'arrivée à Valence, il y a un calcul savant pour savoir quelles concessions sont accordées à quelles équipes. C'est un pourcentage du nombre de victoires et de podiums. Mais en gros, il manquait 7 points au championnat constructeur pour Honda pour passer en catégorie C l'année prochaine. Donc 7 points au championnat constructeur, c'est le meilleur pilote de la marque. On prend son nombre de points, on l'ajoute au championnat constructeur. C'est pas le cumul des pilotes. Donc il suffisait d'une P8 ou mieux, si je me trompe pas. Pour non, c'était P7, au minimum P7, pardon, pour Honda pour passer en catégorie C. Ce qui a été fait par Marini ce dimanche, ce qui a été mis en danger parce que pour la sprint, malheureusement, Mir avait striké Marini et Zarco finissait assez loin, mais finalement ils ont réussi à le faire le dimanche. Alors il y a un gros débat qu'on a eu avec des gens sur Discord et Twitter, c'est est-ce que c'est pas une connerie pour Honda, est-ce qu'ils se privent pas de pneus supplémentaires, de journées de tests supplémentaires, etc. Moi je suis d'avis pour dire que c'est une bonne chose pour eux, que ça prouve aux autres qu'ils ont travaillé, qu'ils ont progressé, qu'ils sont plus les derniers de la classe, qu'ils laissent cet honneur uniquement à Yamaha. Marini a dit aussi un joli mot au micro de je sais plus quelle chaîne en disant qu'il pensait aussi à son équipe avec moins d'essais à faire l'année prochaine, son équipe technique pourrait passer plus de temps auprès de leur famille. Donc voilà.
Après, puis j'en a parlé hier pendant les essais post-saison, puisque Canal lui a posé ouvertement la question en disant est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que vous auriez préféré ne pas prendre ces concessions? Et il a dit non, parce qu'en fait, si on reste au fond de la classe, comme tu le dis Pierre, au final c'est qu'on progresse pas. Et le fait d'avoir des concessions, même si on perd quelques petites choses, ça veut dire qu'on progresse et qu'on va dans le bon sens et que c'est une bonne chose pour le team. Donc c'était ce qu'il voulait et que c'était les résultats qui étaient attendus pour le team ce week-end. Mais de toute façon, c'est aussi ce qu'avait dit Aleix Espargaro, je crois hier en presse, où on lui a posé la question justement de ce qu'il en pensait de passer en catégorie C. Et lui avait répondu en disant que, en fait, c'était son objectif, que toute l'équipe se donne, que lui se donne aussi à faire des tests, à faire des tours et des tours de circuit, à se décarcasser pour trouver des solutions pour que la moto progresse, et qu'en fait, ça aurait été un aveu d'échec de rester en catégorie D. Donc, même si ça a pu surprendre pendant la course de se dire, pour une place, c'est quand même bête que Marini finisse là. Mais après, voilà, connaissant aussi la fierté, l'orgueil de Karonda en tant que premier constructeur mondial, c'est vrai que ça aurait été quand même, je pourrais reprendre l'expression, un aveu d'échec de rester à ce niveau-là et de pas progresser en fait, tout simplement. Tout à fait. Et j'ajouterais juste, alors là c'est dans un monde hypothétique, que potentiellement c'est aussi envoyer un message à un certain pilote champion du monde cette année pour dire notre moto progresse, voilà, on a une relation particulière, voilà, et peut-être, voilà, peut-être qu'en 2027 on peut discuter pour un nouveau projet. Marco, tu peux revenir à la maison. C'est ça. Non, mais c'est une possibilité. Alors que la moto, si elle serait au fond du trou encore, en catégorie D, ça donne pas forcément envie de participer à ce projet. Peut-être plus prendre une retraite. Là, voilà, c'est peut-être qu'il y a une moto qui progresse et que tu peux apporter ton expérience, revenir avec tes amis, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'avec tous les changements techniques qu'il y aura en 2027, il y aura des défis à prendre et que je pense qu'il n'aura pas envie de prendre sa retraite sans s'être lancé le défi des nouvelles réglementations et de se dire ok, je veux montrer que même avec une moto différente, je suis capable d'aller chercher un titre. Nico, un week-end encore pas tellement à la hauteur pour un Fabio Quartararo et Yamaha en général. Un petit point sur le week-end des Bleus dans le paddock? Oui, les week-ends se suivent et se ressemblent pour Yamaha. Fabio fait ce qu'il peut, mais c'est pas formidable. Alors c'est bien, voilà, sur un tour, on voit qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher, mais dans les faits, en course, c'est toujours la même chose, hein. C'est compliqué, la moto ne marche pas. On parlera des tests dans un second temps, mais moi l'attitude de Quartararo pendant les tests, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Après, ouais, voilà, je développerai tout à l'heure parce que on en a gros, comme on dit dans Camelot, Saint-Nagas. Mais voilà, après, les autres font ce qu'ils peuvent. Alors Miller, brouillon, mais c'est dommage parce qu'il avait quand même la vitesse. Il avait quand même du rythme, et même globalement sur la fin de saison, alors ça manquait de régularité, mais il y a eu des éclaircies où tu t'es dit que Miller pouvait avoir de la vitesse pour faire 6, 7, pour être dans ces positions-là, ce qui n'est pas si mal pour la Yamaha. Et puis après, Oliveira, je pense qu'il y avait pas d'espoir, et de toute façon, malgré avec les blessures et la malchance qu'il a eu, je pense qu'il y a très peu d'espoir pour lui malheureusement, même si j'espère pour lui parce que c'est un pilote que j'apprécie. J'espère qu'il va pouvoir rebondir en SBK l'année prochaine. Et Rins, Rins, quoi, c'est voilà, très sympathique, talentueux sur le papier, mais est-ce qu'on attend encore quelque chose de Rins? Je sais pas. La retraite. Ouais. Il est un peu dans une situation de Morbidelli avant de passer chez Pramac, quoi. Mais Rins, ouais, c'est ça, c'est très similaire. Rins, à mon sens, il est surtout toujours, et il en restera, je pense, handicapé à vie, et que ça sera très compliqué une fois qu'il aura pu le cadre du paddock, mais il est physiquement très très tapé, et j'ose pas imaginer à quel point ça doit être lourd une saison de 22 courses, alors que encore aujourd'hui, il boite encore. Ouais, c'est ça. Et l'air Rins qu'on a pu connaître, alors
J'étais la première à me moquer, à dire qu'il faisait une collection de gravier, etc. Mais à la fin, quand Suze était sur la fin et on décidait de partir, Reis était très... Enfin, il était au niveau qu'on l'attendait, en fait. Il était bon, il se plaçait bien, il faisait des belles courses. Et je trouve dommage qu'on ait perdu toute l'aura que pouvait avoir ce pilote. Encore une fois, malheureusement, il s'est blessé, c'était très compliqué de revenir. Mais je pense qu'on a perdu beaucoup de capacités pour lui et des belles choses qu'on aurait pu voir s'il s'était pas passé tout ça et qu'il n'avait pas joué de malchance sur cette course. Ouais, complètement, parce que je crois. Alors, j'avais lu, je sais plus où, j'avais lu que son tibia, pour que ça aille mieux, parce qu'il a une double fracture tibia-péroné, et c'est son tibia qui pose problème. Et pour que ça aille mieux, il faudrait faire une opération un peu comme celle qu'a eu Marquez à l'humérus. Donc, tout casser, Recasser et remettre. recasser et remettre droit. Donc, c'est extrêmement. Ouais, Malheureusement, il ne la fera jamais. ils ont fait ça à mon chat, il boitait encore, hein. Je peux lui donner des conseils s'il veut, hein. Euh, De Rinsa, si tu veux. je lui donnerai le numéro de mon vétérinaire. Voilà, très bien. Bon, à noter, comme vous l'avez dit, que c'était la dernière d'Olivera aussi. Et de Chantra, ouais. Et de Chantra, exactement. Chantra qui a marqué 10 points sur la saison. C'était un passage express et pas vraiment méritant cette année. Oliveira, c'était assez émouvant quand même entre le Portugal, ce week-end, etc. C'était quand même touchant à voir. Du côté d'Aprilia, un très beau week-end qui, moi, m'a ravi, vous vous en doutez, les garçons, avec une belle victoire de Bezzecchi qui s'impose une nouvelle fois, qui fait une troisième victoire au cours du dimanche avec cette moto. Il a même gagné la moto de l'année puisqu'il avait parié avec Massimo Rivola que s'il gagnait une troisième course, il lui donnait la moto. C'est pour ça qu'on a pu le voir se mettre à genoux. Il a dit dans un article de MotoGP.com, je lui ai demandé de m'épouser. Heureusement, elle a dit oui. Donc, et puis on a vu aussi Raoul Fernandez qui a fait de belles choses, qui allait se battre pour le podium. Martin, lui, à l'inverse, était là clairement pour faire ses doubles long laps. Il les a fait, il a salué le podium et il est rentré au box. Aussi peut-être pour rouler une dernière fois avec le numéro 1 sur sa moto, numéro qui reverra peut-être pas de sitôt affiché sur sa moto. Comme tu l'as dit, Pierre, en début de saison, c'était peut-être pas un numéro qui méritait d'être affiché, surtout vu la saison et le manque de respect qu'il a eu envers son team, je trouve, de l'avoir. Et puis Ogura, qui nous a fait du Ogura du côté d'Aprilia, c'était un DNF ce week-end encore une fois. Mais globalement, dans l'ensemble, Aprilia a réussi sur cette fin de saison à s'imposer, particulièrement à Valence, à faire de belles choses. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à dire à part que c'était un beau week-end pour eux et que Bezzecchi a été capable encore une fois de montrer que il est à la hauteur pour aller se battre aux avant-postes cette année. En tout cas, Aprilia, faut pas trop en dire parce qu'on en parlera dans le début de saison, mais ils ont une bonne moto sur cette fin d'année. Bez l'a parfaitement développé avec son équipe à sa main. Et il le montre là et il s'impose. Je l'ai déjà dit, entre le samedi et le dimanche, ils sont déjà bien progressés sur la gestion des pneus. Ça a aussi profité à Harold qui avait besoin peut-être d'un pilote leader voilà, pour lui montrer comment fonctionne cette moto. Martin, tu as tout dit. Il est là pour faire son long lap, reprendre en main la moto avant les essais du mardi. Ogura, je te trouve dur parce qu'il prend quand même un point en sprint. Bon voilà, il chute en course, mais enfin il abandonne en course, donc c'est pas toujours évident. Mais ouais, son week-end est quand même, voilà, ça reste un rookie. Faut pas être trop dur. Et par contre, bravo à Bezzecchi parce que c'est le premier des autres après les Ducati, donc ça c'est pas rien. Oui, effectivement, avec Ogura, je suis peut-être un peu dur. Il a quand même fait une saison qui est pas trop sur laquelle on peut pas vraiment cracher. Je trouve ça juste dommage de finir sur cette note dimanche pour la saison. Ouais. Après, Ogura, voilà, ça, c'est bon, c'est un peu dommage, mais Ogura, c'est plutôt un besogneux qui a besoin de temps. Et je pense qu'en fait, on a été un peu aveuglé par son début de saison qui même, ça a surpris parce que ça lui correspond pas trop de démarrer comme ça en fanfare. Je pense qu'en fait sa saison elle est voilà à l'image du personnage besogneux.
faut lui laisser le temps de progresser, de monter en puissance, même si c'est difficile d'avoir du temps en MotoGP, mais voilà. Franchement, finir 16e sur sa saison de rookie, c'est correct. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas flamboyant, mais c'est correct. Et Parce si, que- si Aprilia adopte la même attitude et Trackhouse qu'ils ont eu avec Rolf Fernandez, il aura encore le temps pour s'y faire à cette catégorie. Ouais. Oui, clairement. Clairement. Et moi, je voulais juste peut-être dire quelque chose sur Aprilia. On peut quand même se demander, est-ce que Aprilia a besoin de Martin? Vu le boulot que fait Bezzecchi, en sachant que la moto, à mon sens, c'est la meilleure moto du plateau maintenant, l'Aprilia. Est-ce qu'ils ont tant besoin de Martin que ça? Tout champion du monde qu'il est, hein, évidemment, mais est-ce qu'il est indispensable? Je suis franchement pas certain. Je pense que, à moins que tu t'appelles Marc Marquez, aucun pilote est indispensable dans un team. Puisque au final, chaque team est capable d'aligner une moto qui s'accorde bien avec un des pilotes. Par contre, je pense que Martin, si on oublie tout l'aspect médiatique et manque de respect un petit peu qu'il a eu pour son team en début de saison, et un pilote qui a du talent, et un pilote qui a envie d'aller gagner des courses, qui a envie d'aller chercher des titres, et même s'il n'est pas indispensable pour Aprilia, s'il avait fait une saison entière, il aurait permis aux côtés de Bezzecchi de mettre Aprilia encore plus haut dans le classement général. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Pierre, mais en tout cas, voilà, moi, mon point de vue, c'est ça. Ouais, en termes de championnat constructeur ou équipe, c'est sûr que Martin un peu plus présent, forcément, il aurait fait mieux qu'un Savadori sur ça. Maintenant, ce dont a besoin Aprilia, c'est peut-être pas d'un Martin, mais c'est de quelqu'un qui sache gérer la longueur d'un championnat. Bez est peut-être aussi talentueux qu'un Martin ou que d'autres. Il a énormément de talent, il a énormément de vitesse, c'est pas le sujet. Mais voilà, il n'a jamais eu à gérer un championnat, il n'a jamais été titré. Martin, c'est un double champion sur Moto3 et MotoGP. D'ailleurs aussi, on se souvient que Martin, en 2023, il a beaucoup appris de la gestion du championnat, ce qui l'a permis de le gagner en 2024. Donc c'est quelque chose qui peut être utile à un team, la gestion de la durée d'un championnat, et que Bez n'a pas encore eu à faire. Voilà. Mais sinon, en termes de talent, vitesse, je pense que Bez se suffit elle-même pour un team comme Aprilia. Probablement que de toute façon, vu cette année, ce qui s'est passé sur la piste et en dehors de la piste avec le pilote, je sais pas si les négociations iront loin l'année prochaine. Je pense que Martin a toujours envie de partir. Je sais pas s'il se sent bien avec cette moto. Voilà. Et surtout quand tu vois le marché des transferts, c'est qu'il y a pas beaucoup de pilotes il y a que 2 pilotes, je crois, qui sont sûrs d'être là, les 2 pilotes LCR, si je dis pas de bêtises. Peut-être Toprak qui doit avoir une option pour 2027 aussi. Et peut-être Toprak, ouais. Mais je crois que Toprak, il a que, entre guillemets, une option. C'est 1+1, mais je crois pas qu'il ait 2 ans. Et sinon, tout le monde va être sur le marché. Alors, t'as des pilotes qui, a priori, devraient pas... quelqu'un comme Marc Marquez, il peut signer où il veut. Pecco, bon, s'il enchaîne une deuxième saison Kata, ça va être compliqué, mais on va partir du principe que ça va pas être aussi catastrophique que celle-ci. Et derrière, il y a un paquet de pilotes qui peuvent prétendre à de bonnes places. Bah, moi, je pensais à un Alex Marquez, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui aura sans doute jamais sa place en team usine Ducati. Oui, complètement. Et pour autant, il a prouvé vice-champion du monde. Il est déjà titré en Moto 2, en Moto 3. Il a beaucoup d'expérience en MotoGP maintenant. Clairement, ça peut être un bon pendant, un profil en tout cas qui fait un bon complément avec quelqu'un comme un Bezzecchi. Voilà. Bah, c'est vrai que tu mets un Bezzecchi bon, c'est un peu banal ce qu'on fait, mais tu mets un Bezzecchi en pilote numéro 1 et un Saint Marquez Alex pour ramener des points au championnat pour l'équipe. Quelqu'un qui est solide et qui a de l'expérience, comme tu dis. Ouais, c'est pas bête, hein, ça fait un bon tour d'ailleurs. Ouais, et puis Marquez, avec sa saison, Grésini, c'est bien, il s'entend bien, c'est sa famille, mais potentiellement, il aspire à un team usine, ce qui serait normal vu sa saison. Oui, 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 c'est complètement, sûr. ce serait plutôt logique.
On va passer chez KTM pour finir avec la course du dimanche et pour faire un point rapide sur les essais avant de clôturer cet épisode. Du côté de KTM, on a eu encore une fois un très beau week-end de la part d'Acosta. Binder égal à lui-même, toujours dans le top 10, que ce soit en sprint ou la course du dimanche. Toujours discret, mais là pour marquer quelques points. Bastianini, lui, va lui aussi faire un top 15 et un top 10 le dimanche. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. On est toujours à lui, à la recherche de performance et d'aller chercher la vitesse. On a aussi vu Vignales, qui était de retour ce week-end, comme on l'a dit un peu plus tôt, qui a vite abandonné pendant la course, puisque ce que racontait Nicolas Goyon pendant les essais ce lundi, c'est qu'il a préféré rentrer parce que le feeling était mauvais pour lui sur la moto. Il n'arrivait pas trop à savoir si c'était lui ou c'était la moto. Il a fini par penser que c'était la moto et est rentré. Et au final, en rentrant au box, il s'est rendu compte que c'était la puissance de la moto qui était trop importante pour son bras et sa convalescence actuelle, et que du coup, c'était pas du tout gérable et presque dangereux pour lui en course. Donc, un retour un peu compliqué pour le pilote ce dimanche, Nico. Ouais, effectivement. Après, je pense que Vignales y avait aussi un intérêt, un peu comme Martin qui a purgé son double long lap, mais il y avait aussi en tête le fait de se remettre en jambe avant les tests pour prendre ses marques sur les premières évolutions 2026. Je pense qu'il y avait plutôt de ça pour Vignales parce qu'il y avait peu d'intérêt à revenir en course si c'était, voilà, comme je disais, reprendre ses marques. Alors il a beaucoup parlé aussi pour faire évoluer son pilotage. Apparemment, il sera en négociation avec Jorge Lorenzo pour que Lorenzo soit un peu son consultant pilotage. Donc à voir, un peu comme ce qu'on avait vu avec Fabien Forêt qui était consultant de Réa en World Superbike, un peu le même genre. Ça pourrait être intéressant parce que Vignales, en termes de pilotage pur, de précision et de pureté, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et il est un peu dans la même veine justement que Lorenzo, donc pourquoi pas. Voilà. Après sur le week-end de Vignales, On peut s'attendre à des scènes complètement lunaires en termes de caractère. Lorenzo Vignales, ça peut être quelque chose quand même. ouais, complètement, ouais, complètement. Mais ça, si l'entente se fait, ça peut être intéressant parce que il lui manque un truc. On sait que voilà, c'est un mec, qui est un pilote, c'est un diamant en termes de talent, mais il faut que les planètes s'alignent et c'est pas si souvent avec lui malheureusement. Mais voilà. Après pour ce week-end, voilà, il est revenu sur la moto. J'en attendais pas grand-chose. Je me suis surtout dit qu'il venait là pour rouler en test et prendre ses marques pour préparer 2026. Bon, voilà. Ouais, je pense aussi. On parlait de Vignales, du coup Pierre a coupé son micro. Donc Pierre, est-ce que tu Non, peux... enfin, oui, je suis là. Et est-ce que tu peux nous faire un petit point avant qu'on clôture sur la course du dimanche sur le week-end d'Acosta? Bah, très très bon week-end d'Acosta, encore une fois. Avec Bezeki, c'est les deux qui arrivent à battre à la régulière avec les Ducati. Malheureusement pour lui, sa moto pêche encore un peu sur la consommation de pneus, ce qui est un gros défaut de cette moto depuis toujours. Donc il arrive souvent à être sur le podium en sprint, mais souvent à terminer 4-5 sur la course longue, voire 6. Et la victoire est beaucoup trop loin. Malheureusement, à chaque fois, il manque un petit quelque chose. Ça va venir. Déjà, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en courte saison, il a vachement évolué sur son pilotage. Là où avant, il allait chuter à la mi-course ou aux 2 tiers de la course parce qu'il en demande trop à ses pneus, justement. Bah, là, il va tenir la longueur d'une course et il va plutôt finir 5e. Donc ça, c'est vraiment bien pour lui. J'ai trouvé que ça tirait aussi sur les dernières courses, ça tire un peu Binder vers le haut. Qui finit 8e dimanche et 8e aussi le samedi. Donc voilà, Binder qui a été transparent toute la saison, pas au niveau attendu, il remonte un peu la pente. Donc la moto va dans le bon sens. Ça annonce du bon pour l'année prochaine si les problèmes financiers et administratifs de KTM se résolvent. Mais c'est bien, autant en début de saison on avait senti qu'Acosta voulait partir, autant les signaux qu'il envoie sur la piste et dans le box, en interview, c'est plus aussi sûr. Je trouve que il a trouvé que son équipe avait fait des efforts et que ça allait dans le bon sens. Et alors, si je peux juste pour rebondir sur Acosta et Binder,
pendant l'émission, je regardais le classement, la différence de points entre Acosta et Binder, et Acosta a quasiment 2 fois plus de points que Binder. J'aurais pas pensé qu'il y avait autant de différence. À 3 points près, pardon. Il a 2 fois plus de points que Binder. Donc on parle souvent de Marquez qui surperforme sur le GP25 ou de Quartararo, c'est encore plus vrai chez Yamaha. Mais c'est aussi vrai chez KTM. Acosta, pendant toute la saison, a quand même beaucoup masqué, même si la moto a progressé sur la deuxième partie de saison. Mais il a beaucoup masqué les difficultés de la marque. Donc il était un peu dur après course et pendant les tests, Acosta. Mais finalement, on peut le comprendre. Oui, c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi, Nico. Les garçons, si vous avez rien à rajouter... Si, juste un point, on n'a pas abordé Zarco, le pauvre. Effectivement. Grâce à Mir aussi le samedi, il reste premier pilote Honda au classement général sur cette année. Donc voilà, c'était à noter. Bravo Zarco. Et Zarco président. On va clôturer en faisant un petit point sur les tests. Hier, il y avait les tests post-saison à Valence qui étaient accessibles au public et rediffusés. Aujourd'hui, il y avait les tests privés. Hier, c'était une matinée assez perturbée puisque aucun pilote n'a roulé. La piste était humide. On a eu plusieurs heures sans chrono et un drapeau rouge pour faire sécher directement à la soufflette la piste. La session a même été prolongée de 30 minutes pour compenser. Donc, au lieu de finir à 17h, ils ont fini à 17h30 et ça a été suivi d'un quart d'heure de test de départ, ce qui était une bonne chose pour des pilotes comme Toprak ou Vietti qui étaient sur les motos et qui n'ont pas pu rouler. Les premiers pilotes à sortir, c'était Jack Miller qui a fait un tour, Bezzecchi qui a roulé un peu, ensuite on a eu Rins, on a eu Marquez, on a pu voir Toprak et Morera. On a un pilote dont j'ai oublié le nom qui est sorti, qui a fait un tour en pneu pluie. Je me demande si c'est pas Miller qui a roulé en pneu pluie alors que la piste était en train de sécher. Non, je crois que c'était une KTM. C'est possible, j'ai complètement oublié le nom. Un travail d'investigation très approfondi, comme on peut le voir. C'est pas grave. Et on a eu quelques temps significatifs quand même. On a Quartararo qui a d'abord pris la tête, puis Bezzecchi qui est passé sous les 1:30. À savoir que les meilleurs tours en course étaient aux alentours des 1:28 ce dimanche. On a eu Acosta qui a signé en 1:29 591 le meilleur temps. Et puis on a eu Alex Marquez qui est monté à la fin. Et c'est finalement Raúl Fernandez qui a terminé en tant que champion du monde des essais lundi. Au moins, il est champion du monde de quelque chose. Il était suivi par Marco Bezzecchi en 1:29 400 et Alex Marquez en 1:29 457. Des petits incidents notables avec une panne pour DJ, une panne pour Alex Rins, liée ou pas à la V4, ça on le saura. On le saura pas puisque Yamaha a pas communiqué sur le sujet. On a aussi Pecco qui a tiré tout droit et qui a chuté. Et puis, comme je l'ai dit, Raúl Fernandez a pris la tête à 1 heure de la fin. C'était aussi l'occasion, ces tests, pour Vietti de faire ses premiers tours de roue sur une Ducati, puisque Morbidelli ayant la main cassée, il a fallu le remplacer au pied levé. Donc c'est à Vietti qu'ils ont proposé ça, c'est assez surprenant. Comme l'a dit la boîte à clapet, Kevin de la boîte à clapet, suffit d'avoir des bons amis pour pouvoir tester une moto GP. J'ai trouvé ça un peu dur, mais ça m'a fait un peu rire. Et puis on a eu aussi les tests du micro dans les casques. Zarco, une nouvelle fois, qui était le cobaye pour ça et qui a fini la journée par dire c'est insensé d'être autant à côté de la plaque et a expliqué que le micro grésillait beaucoup et que ça servait strictement à rien puisqu'en fait dans les lignes droites ils entendaient rien. Donc c'est globalement ce qu'il y avait à retenir. On a pu voir Toprak aussi entouré de Kenan Sofuoglu et de Denis Sanchou dans le paddock. Ça c'était pas anodin puisqu'on sait que Sofuoglu, quand il est là, même s'il était là pour Toprak, il était entouré d'Honshu. Il y a sûrement des choses qui se profilent dans les paddocks. Mais voilà, globalement, ce qui s'est passé hier. Les garçons, est-ce que vous avez suivi un petit peu ces essais ? J'ai suivi pas grand chose à en tirer. Moi, ce que j'ai la piste était vraiment très très compliquée toute la journée, même après séchage. En fin de journée, effectivement, Raúl Fernandez, on ne sait pas si c'était quelque chose, ça se trouve il a la même moto que le dimanche, mais il se permet de faire il se fait un chrono. Tous les pilotes n'en ont pas fait. Ça reste une journée d'essai, c'est intéressant pour voir les rookies.
mais aucune conclusion à en tirer à ce stade-là. Bah, c'est compliqué de faire des conclusions hâtives. De toute façon, sur les journées de test, on le sait, on sait pas dans quelle config ils roulent, on sait pas avec le plein, balle plein, est-ce qu'ils sont là pour faire du time attack. Enfin, c'était quand même vague. Après, Toprak, lui, était là pour découvrir le V4 parce qu'il avait quand même pas énormément roulé la dernière fois sur ses tests. Ce qui est assez frustrant et assez dommage, je trouve, c'est que vu qu'il est toujours en contrat avec son équipe en World Superbike, il a pas pu faire de déclaration. On a eu aucun retour de sa part et il pourra pas faire de déclaration avant janvier. Et comme Marquez en 2023, quand il est arrivé, quand il avait testé à la fin de son contrat chez Honda, il avait... C'était pas le pilote le plus expressif, Toprak. Autant Marquez, Oui, tu savais. c'est ça, Marquez, tu savais que, Toprak, voilà, il n'y avait pas de doute, effectivement. Après, Toprak, alors il a été très observé, alors quand les motos ont roulé, hein, parce qu'ils n'ont pas roulé, voilà, le matin, Laurent Rigal et Kenny Forrest ont parlé recette de pot-au-feu presque, hein, parce qu'il n'y avait pas je grand-chose à pense qu'on raconter. peut noter le travail de Laurent Rigal et Kenny Forêt quand même sur cette séance d'essai. Ouais, clairement. Laurent Rigal est quand même coutumier du fait, mais Kenny Forêt, c'est pas son travail quotidien. Il a été tellement intéressant pendant les 4 heures durant la matinée, à donner plein d'anecdotes, plein de retours, d'analyses de la saison. Enfin, pardon, mais Kenny Forêt au micro tout le week-end, s'il vous plaît, quoi. Ouais, clairement, je suis assez d'accord avec toi. Kenny a été, il a été très, voilà, bon en disant, bah, tu vois, quand il savait pas, bah ouais, on est honnête, bah moi j'ai jamais roulé sur une moto GP, je sais pas, voilà. Mais en partageant pas d'analyse technique et toujours, voilà, sur le ton de Kenny Forêt, donc sérieux mais en même temps qui aime bien déconner aussi. Donc non, franchement, c'était hyper intéressant pour le commentaire. Et donc ouais, pour Toprak, moi je trouve qu'il a été plutôt... alors, j'ai du mal à le considérer comme rookie à 27 ans, même s'il est rookie en MotoGP. Mais je trouve il a beaucoup roulé comme tout rookie, mais il a été plutôt intéressant en termes de chrono, et assez régulier avec une progression continue. Donc évidemment, il n'y a rien à tirer, mais je trouve ça plutôt bien, plutôt prometteur pour une première journée. Il a pas 27 ans, il en a 29. Ah, 29, ah oui, donc il est même encore plus que 29, ce que parce je que pensais. c'est une réflexion que je me faisais hier, puisque bah, justement Kenny Forêt parlait de Boulega hier au micro. Boulega qui a terminé 8e, qui a fait une belle journée d'essai, qui a fait des beaux chronos, mais qui disait que Boulega, si une porte s'ouvre à lui en 2027, ça sera peut-être plus facile de s'adapter parce que bah, il va encore se roder une année de plus avec les Pirelli, mais à l'inverse, Toprak, lui, il va faire une année avec les Michelin et que bah, un peu étonnant finalement d'arriver cette année alors que dans un an tout change, mais justement il disait mais en fait quand t'arrives à 30 ans en MotoGP, t'es déjà sur la fin de ta carrière et peut-être qu'il avait pas envie de louper le coche et d'arriver tout de suite. Après louper le coche quand c'est Toprak et que tu t'appelles Toprak, si tu dis que tu veux monter en MotoGP, je pense que là où il en est maintenant, les portes se seraient pas fermées, mais ouais, Ouais, je mais trouvais la bon. réflexion assez intéressante. Ouais, c'est plutôt intéressant en fait de prendre le train quand il passe, parce que ça fait quand même 3 ans, 4 ans qu'il parle de son envie de monter en MotoGP, qui fait des tests, qui a pas de contrat qui arrive au bout. Voilà, fallait y aller parce que ouais, je suis pas aussi, tu vois, je suis pas aussi certain que toi quand tu vois les pilotes qui viennent du Moto2 que l'année prochaine à 30 ans il aurait eu une opportunité. J'en suis pas sûr, franchement. Mm. Donc non, il fallait monter cette année, et c'est vrai que en termes de timing par rapport au Pirelli et au changement de réglementation, c'est pas l'idéal, mais bon. Et tu voulais nous parler de Quartararo sur cette séance Ouais, d'essai. oui, Fabio, bah oui, notre Fabio, bien sûr, qui réclame le V4 à corps et à cri en disant que la moto peut plus progresser, que tout le monde a un V4, nous on est les seuls à pas avoir de V4 et on est loin, gna, 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 gna. La marque ramène un V4, il se plaint, il est pas content, on n'a pas progressé, la moto stagne, patati patata. Il se met une caisse de l'espace après le Grand Prix. Il fait le malin devant les caméras du MotoGP en montrant ses stats de récupération de sommeil qu'il n'a pas pu récupérer, il est éclaté avant de monter sur la moto. Et par contre, il tire la gueule toute la journée. Bah ouais, enfin, mais moi je suis son patron, je pense que je l'enferme dans une caisse, dans un des flight cases de l'équipe, quoi. Je trouve ça mais hallucinant, c'est d'un manque de professionnalisme. Je sais qu'il a Tu toujours... veux faire une Carlos Ghosn avec Quartararo, toi? Ouais, ouais, mais non, mais je trouve ça fou, quoi.
Je sais qu'il a toujours été très mauvais en com parce qu'il est, je pense, mal conseillé ou pas conseillé, j'en sais rien. Mais là, Après, pour je sa trouve ça bien. défense, peut-être que Yamaha est arrivé sur ces tests en disant t'auras rien de nouveau par rapport au dernier test de Misano. Donc le mec, il savait à quoi s'attendre, avait aucune pièce à tester, machin. Donc, alors ça, ce qui montre au public, je suis d'accord, je te rejoins, c'est pas normal, mais après, par rapport à son employeur, on sait pas trop ce qu'ils se sont dit avant. Ça se trouve, on l'a dit, t'as rien à tester, ce sera le même V4, on n'a pas de pièces, machin. Et Et oui, 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 complètement, on sait pas. je Mais te trouve un peu dur sur tu vois, le fait qu'il parlait de sommeil, etc. Kenny Forel disait, et je suis assez d'accord là-dessus, c'est ultra important pour les pilotes aussi d'avoir des moments de relâche. Et malheureusement, les tests sont collés à la soirée de fin de saison, entre guillemets. Et ils n'ont pas dormi entre lundi et dimanche, entre dimanche et lundi, il n'avait pas dormi, etc. Mais en fait, tu peux pas demander, à mon sens, à des pilotes d'être à 100% tout le temps, surtout après la saison qu'ils viennent de passer. Donc effectivement, il aurait pu faire attention à la com, etc. Mais je pense qu'il y avait rien de dramatique et que ça fait partie aussi de la décompression post-saison et que c'était assez l'ambiance dans le paddock hier était quand même assez bon enfant. On a pu voir Quarta qui était comme ça mais qui déconnait là-dessus avec Miller. Tu vois, on a pu voir Zarco qui se baladait vraiment, lui il faisait le tour des popotes, il allait manger son petit sandwich. Enfin, tu vois, c'était beaucoup plus bon enfant que ce qu'on a pu voir. Moi, ce qui m'a intrigué sur Quartararo, c'est de le voir traîner du côté de chez Aprilia. Ça, c'était, je pense, très réfléchi de sa part. oui, Mais, bien sûr. Oui, parce que, euh, mais après, je suis d'accord, c'est pas dramatique. Et évidemment, tous les pilotes ont le droit de décompresser. Il y en a plein qui, sans doute, qui ont décompressé, on le sait pas, et ils étaient pas frais au moment de monter sur la moto. Bon, ça va, ils ont pas roulé le matin. Ça leur a laissé plus de temps pour récupérer. Mais, en fait, c'est surtout, je trouve, dans les signaux que ça envoie. Dans une équipe qui, part sur un nouveau principe technique, disons, qui est la seule en catégorie D, qui mise beaucoup sur ce nouveau concept de V4. Le concept que ça envoie d'arriver en étant éclaté, de tirer la gueule pendant toute la journée, à la fin de dire bah la moto c'est pas fou, oui, je comprends. c'est encore une goutte de plus quoi. C'est encore une pierre de plus de Quartararo qui se plaint toujours et qui. Mais a raison. En plus, il a raison de se plaindre. Mais je dis c'est un moment important pour Yamaha où c'est la première fois qu'ils abandonnent clairement le L4 pour passer au V4. Je trouve que c'est pas très intelligent. Mais après pas très intelligent dans la Coupe de Quartararo, c'est un pléonasme hein, donc. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Quartararo. Désolé, je suis peut-être un Nico. peu dur, mais en termes de com, Non, non, mais il me saoule. ça s'entend et c'est dans la continuité de ce que Quartararo a pu montrer ces quelques mois. Euh, Moi, à noter quand même, j'étais très contente de voir Vietti rouler. Je trouve que c'était une belle opportunité de pouvoir faire rouler des pilotes. Il y avait Guevara qui roulait aujourd'hui. Il y a eu un petit tweet, j'en ai parlé avec Pierre et les garçons de Seki en Pôle, mais c'est Gonzalez qui a mis une photo de Vietti et qui a dit c'est vraiment une bonne chose que les teams Moto2 donnent l'opportunité à des pilotes de Moto2 que les teams MotoGP donnent l'opportunité à des pilotes Moto2 de rouler. J'ai pas trop su faire la part des choses entre est-ce que Gonzalez avait un peu le seum de ne pas être en roulage ou est-ce qu'il était vraiment sincère. En tout cas, c'était une bonne chose pour Vietti. Pierre, avant de clôturer cet épisode, est-ce que tu as un regard un peu juste sur la réaction de Zarco par rapport aux casques et aux tests qui ont pu être faits sur les radios communications sur les Ouais. podcasts? Déjà, j'ai oublié de le dire, mais les livrets Ducati pour les tests étaient exceptionnels. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouvais ça dommage qu'ils aient pas sorti cette livrée, je crois, l'année dernière, lorsque à Silverstone, on avait demandé d'avoir des livrets spécifiques pour célébrer l'histoire en MotoGP. Mais voilà. Pour Zarco, Zarco était pas de très bonne humeur ce week-end. Je sais pas, il est allé crier sur je sais plus quelle chaîne au complot. Certaines personnes via HRC pour pas lui donner les bonnes pièces ou pour pas lui donner un contrat au Team Usine. Là, il est vraiment chafouin sur le micro. Alors, je suis pas pour le micro, c'est clair. Mais j'ai trouvé qu'il était, enfin,
Ouais, chafouin tout le week-end. J'ai pas compris son attitude. Voilà, ça lui arrive de temps en temps. Moi, je suis aussi comme ça, mais bon, voilà, fallait pas lui poser de questions en fait, parce qu'à chaque fois, il allait répondre par une chose négative. En tout cas, les micros, même si c'est que de la direction de course vers le pilote, je pense que c'est pas nécessaire. Ils ont déjà, encore une fois, les drapeaux. Ils ont déjà leur pitboard de moto qui est chargé. Ils ont aussi le panotage dans les lignes droites. En C'est vrai, terrible. voilà. Ça existe pas. Quand les pilotes ignorent, comme Miller, des consignes pour rendre de place, c'est qu'ils l'ignorent, ils l'ont vu, c'est juste qu'ils n'ont pas envie. Le répéter, crier dans leur casque et que ça grésille en disant vas-y, tu lâches de place maintenant, je vois pas l'intérêt supplémentaire. Bah, il disait que c'était vraiment de piètre qualité et qu'aujourd'hui, avec ce qui existe, parce que du coup, c'est un système euh, La conduction osseuse. voilà, à conduction osseuse. Il disait qu'à l'époque où tu as des trucs comme les écouteurs Fox, qui sont vraiment des super écouteurs et qui fonctionnent très bien pour le running et qui te permettent de bien entendre, quand en moto, t'as pas ça, t'es pas capable d'avoir quelque chose déjà à cette hauteur, c'est que c'est pas très pertinent. Après, il disait qu'il y avait sûrement plein de raisons, parce qu'en ligne droite, tu te prends le vent, le casque qui bouge, ça bouge forcément un peu, etc. Mais que vraiment, c'était pas à la hauteur de ce qu'ils pouvaient attendre. Et que maintenant, en plus, eux pouvaient parler dans le micro. Ce que je trouve assez drôle, c'est qu'il aurait dit mais bon, le team m'a dit qu'il m'entendait quand j'étais dans le box, quoi. Donc je pense qu'on va pas en tirer grand chose pour l'instant, on verra à l'avenir, mais moi je reste campée sur mes positions que c'est pas une bonne chose ce micro, on avait l'air assez d'accord, Pierre. Avant de clôturer cet épisode, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les garçons? C'était une trop longue saison. On est Ouais, bien d'accord. complètement. C'est, tu vois, les dernières courses, j'avais du mal à les suivre, mais en même temps, je suis un peu déçu que ça s'arrête. Donc, Mais tu vois, je suis c'est assez toujours la même mitigée chose. aussi. Ouais. Je suis assez mitigée. Les dernières courses, moi, je les ai regardées d'un œil. J'étais contente de les voir parce que je les ai regardées avec mon père et que ça me faisait plaisir de regarder des courses avec mon père. Et j'étais contente de voir Bezzecchi performer, etc. Mais c'était long. En fait, enfin, il y avait plus cette envie de regarder le vendredi toutes les séances. Puis tu loupes la sprint, tu dis, bon, tant pis, j'ai loupé la sprint, c'est pas grave. Enfin, tu sais, il y a un peu ce truc. Mais par contre, quand c'est reparti mardi pour les tests, j'étais trop contente de les voir rouler alors que ça a roulé, que j'ai regardé les trucs du matin jusqu'au soir. Enfin, tu vois, donc c'était un peu bizarre. Mais j'espère juste que les saisons vont pas s'étaler encore parce que c'est très compliqué. Et pour avoir des retours de Thomas Morcelino qui est dans les paddocks, etc. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, nous, on a la chance, tu vois, on est devant notre télé, on fait des podcasts, voilà. On peut se permettre de dire bon bah ce week-end on regarde pas, ce week-end on fait pas d'épisode, on s'en fout, c'est pas grave. Eux les journalistes ils peuvent se dire bon bah je vais pas sur cette date, tant pis, j'ai besoin de rester chez moi même s'ils travaillent, etc. Les équipes elles peuvent pas. Les mécanos elles peuvent pas, ils ont pas leur famille avec eux. C'est pas les pilotes qui peuvent emmener femme et enfant et le chien dans le motorhome. Ils passent leur année autour du monde. Tu vois, on le voit Raoul Fernandez quand ils lui ont demandé ce qu'il allait faire de ses vacances, il a dit j'ai trop pris l'avion cette année, je vais rester chez moi tranquille. Et moi, à l'époque où on avait entre 16 et 18 courses, je t'avoue, Je pense que, bon, déjà, par exemple, là, j'ai essayé de me souvenir la Thaïlande, l'Argentine. Enfin, j'ai vachement de mal à me souvenir ce qui s'est passé, à part peut-être quelques coups d'éclat, voilà. Mais et le fait que Marquez soit titré, on savait qu'il serait titré. Allez, à Misano, il a pas été, mais voilà, c'était déjà joué. Je pense que ça a fait perdre du suspense, alors que l'année dernière, le titre s'est joué jusqu'à la toute fin, etc. Donc, c'est des petites choses qui font que effectivement, l'un dans l'autre, on perd l'intérêt. Après, je crois qu'Espeleta a réaffirmé qu'on n'ira jamais au-delà de 22 week-ends de course par année. Bon, bah, de toute façon, je sais pas où est-ce qu'on pourrait les caser, mais oui, c'est pas mal. on va vraiment finir par aller rouler en Finlande. Ouais, peut-être, mais c'est vrai qu'effectivement, le fait que Marquez a été champion très tôt, on a sans doute perdu de l'intérêt et on a du mal à se rappeler. Je suis d'accord avec toi, mais vu que maintenant, en plus, on a des sprints, on a du mal à se Ouais. rappeler qu'est-ce qui s'est passé à telle course. Ah mais oui, non mais attends, c'était telle course. Non, c'était un sprint, non, c'était un Grand Prix. C'est compliqué, je trouve, sur la dernière partie de saison, de se rappeler de tout. Je suis assez d'accord avec vous. Les garçons, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir partagé cet épisode avec moi. Pour les auditeurs, on se retrouve bientôt pour un débrief de la saison 2025. On a aussi des petites interviews qu'on a tournées au moment du World Superbike à Manicourt à vous sortir. Et puis
d'autres débriefs pour parler de petites choses avec nos acolytes. D'ici les prochains débriefs et le début de la saison, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, mais aussi sur Discord pour aller débattre principalement avec Pierre ou encore sur Twitter et Facebook. On vous dit à très vite et merci beaucoup. À Merci bientôt les beaucoup. Au garçons. revoir. Ciao tout le monde.